Je tiens d'abord à remercier mon collègue intervenant, j'ai cité le docteur Moumbi, et si j'ai accepté de venir intervenir ici, c'est entre autres, c'est par rapport au nom du corps, livre qu'on appelle Moui Numbi. Excusez pour l'instant, je préfère vous appeler Numbi Moui, pour la raison que je vais évoquer tout à l'heure. Numbi, c'est un nom qui me rappelle beaucoup de choses. Numbi, c'est qui est son géniteur, c'est un aîné. La plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Le docteur Numbi, Thérèse Mémoire, qui était un brillant docteur, mais aussi un acteur majeur de la société civile. Pendant la conférence nationale, c'est l'une des figures emblématiques de la conférence nationale. Quand j'ai vu les noms, je suis renseigné, on m'a dit que c'est le fils de cet aîné qui est resté immortel, transgénérationnel dans notre pays. Deuxième raison, je suis économiste de formation. Et en économie, nous avons au moins 6 courants de pensée. Et la première pensée ou la première école, que nous appelons école des physiocrates, qui dit qu'il n'y a de richesse que la terre. Les leaders de cette école, encore une fois, c'est un médecin, François Quesnay, qui n'était pas économiste, un médecin comme vous, mais c'est lui. Et cette théorie, cette école, fait autorité jusqu'à ce moment. Troisième raison, pourquoi j'ai accepté? Certes, je ne suis pas de votre génération. C'est parce que j'ai réalisé. J'ai un demi-siècle d'existence. Je suis quinquagénaire. Je considère que nous, ma génération, nous avons échoué. Et comme nous avons échoué, j'ai résolu de m'engager de manière permanente, de mettre un arrêt sur l'échec transgénérationnel qui a commencé depuis nos années 60 jusqu'à ce jour. Et j'ai résolu de préparer une nouvelle génération. Une génération de jeunes que vous êtes pour relever. Parce qu'après votre cursus universitaire, vous devez intégrer la vie active, et dire la vie professionnelle. À l'instar de toutes les autres nations, la RDC a réglementé par les textes, par les législateurs, cette question. Comment un porteur, un diplômé en médecine, comment il peut entrer dans la vie active, dans la vie professionnelle? Il y a des mots. Soit on vient comme salarié, c'est-à-dire vous intégrez les salariats, soit vous orientez à la profession libérale. Les salariats, c'est-à-dire après avoir obtenu, vous devez être inscrit dans l'ordre.
pouvez être engagé et être mis sous statut, c'est-à-dire travailler dans l'administration publique, travailler dans des formations hospitalières privées. Les salariés aussi, il y a certains parmi vous qui peuvent intégrer aussi les cabinets privés, qui seront des contractants. Ça, c'est le premier mode d'accession dans la vie active d'un diplômé en médecine. Mais il y a un autre volet qui constitue mon domaine de prédilection. C'est la profession libérale. Après avoir fini, après avoir parachevé son cursus universitaire, vous lancez maintenant dans l'entrepreneuriat. Courage, chaque fois que j'ai l'occasion, mes apprenants que vous êtes, de vous engager dans la profession libérale, dans l'entrepreneuriat. Parce que je considère que les salariats, c'est de la pauvreté en substance dans notre pays, alors que l'entrepreneuriat, c'est la fortune en puissance. Et je m'explique. Personne, ici comme ailleurs, n'est devenu prospère parce qu'il s'est mis sous le statut de salarié. Parce que le salaire a comme origine le sel. Le salaire a un caractère alimentaire. Dans un pays comme le nôtre, mon collègue comme moi, nous sommes régis par ce statut. Mais une fois, je ne vous l'ai pas dit, jusqu'ici, que ce soit les professeurs des universités que nous sommes, que ce soit les médecins, ils n'ont même pas de salaire. Ils ont une prime de risque. Cette prime qui a été fixée au départ de 1 000 $, avec l'érosion monétaire, les médecins se contentent de 500 ou 600 $, et même 550 $. Et nous, professeurs d'université, une prime qui était fixée à 2 000 $, nous nous contentons de 1 250 $. Et dans un pays, comme je l'ai dit, où il n'y a pas la sécurité sociale, c'est ce qui explique davantage que les gens ne veulent pas aller à la retraite. Vous suivez dans les médias, en France particulièrement, les gens se battent pour rabattre l'âge et aller à la retraite. Mais ici chez nous, surtout dans le domaine qui est le mien, nous avons des professeurs de 90 ans. Et pourtant, la loi dit, car on a atteint 65 ans d'âge, où on a fait 30 ans de carrière, on doit aller se reposer. Quand on va à la retraite, on va au mouroir. Une autre raison, je me sens heureux de me retrouver devant, en tout cas ici je parie, la majorité sont des chrétiens. Or, quand on est chrétien, tout chrétien a l'ADN entrepreneurial. Quand Dieu créa Adam, il les plaça dans le jardin, il lui a confié, donné l'ordre d'entreprendre, de faire l'entrepreneuriat agricole. Notre Père par la foi, les symboles de la prospérité dans l'Église, pour nous chrétiens, Abraham. Abraham, s'il est resté prospère jusqu'à son vieil âge, ce n'est pas parce qu'il était salarié, c'est parce qu'il était entrepreneur. Il a fait de l'entrepreneuriat agro-pastoral. C'était un élément. Maintenant, comme j'estime, nous de la vieille génération, nous avons échoué. Je pense
La bonne manière pour réussir, c'est quand on est capable non seulement de subvenir à ses besoins, mais de subvenir aux besoins aussi des autres. Aujourd'hui, hier, l'administration publique était considérée comme la soupape de sécurité sociale. Où, quand nous terminons l'université, chacun de nous devrait aller solliciter un emploi auprès de l'université. Aujourd'hui, je l'ai dit sous le contrôle du docteur Mouni, même quand vous allez à l'hôpital Mamaïou, on va toujours vous dire que la structure organique est saturée. En d'autres mots, il y a pléthore, il n'y a pas de l'emploi pour vous autres. Donc, la meilleure façon de mettre un terme au chômage de masse, au chômage des jeunes, c'est l'entrepreneuriat. Mais, parce que nous devons parler de l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat médical, ça ne couvre pas les risques, c'est vrai, mais moi je vous recommande, nous voulons ensemble faire un état des lieux de l'entrepreneuriat médical dans notre pays. Et ensemble, nous pouvons alors voir les perspectives pour un entrepreneuriat aéré pour les médecins que nous formons ici. Alors, mon propos, je le subdivise en 3 parties. Première partie, on va essayer de voir quels sont les défis qui empêchent l'éclosion de l'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat médical. Deuxième point, je vais aborder quels sont les atouts dont vous disposez pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Troisième, sera les perspectives. Les perspectives. Défis. Et je dois encore noter que depuis le mois passé, les ministres en charge de l'entrepreneuriat et de PME a décrété ce mois. Ce mois est considéré comme le mois de l'entrepreneuriat. Donc, mon propos tombe à point nommé. Ce mois ici, comme nous avons le mois de mars, le mois de la femme, ce mois ici, c'est le mois de l'entrepreneuriat. Donc, je me sens à l'aise de parler de cette question parce que je voudrais que parmi vous, quand nous allons nous retrouver après 10 ans, que nous ayons réellement des millionnaires, des prospères, parce qu'on ne les deviendra jamais par le salariat, mais parmi vous, je vois des millionnaires, et qui les deviendront si jamais ils mettent en compte ce que nous allons échanger ce jour et qui deviennent, qui s'engagent dans l'entreprise. Mais, quels sont les défis? Les défis sont énormes. Aujourd'hui, quand j'échange avec les jeunes, le premier défi qui apparaît pour les jeunes, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. Et pour la plupart des jeunes, ce qu'ils appellent moyens, c'est souvent et surtout l'argent. Prof, comment allons-nous entreprendre dès lors que nous n'avons pas de moyens?